Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, on va parler de livres. Euh, la première chose, c'est j'aurais dû lire l'avertissement qu'il y avait dans le dernier Setmook. Non pas que j'ai été menacé par la mafia, mais il y a un avertissement qui dit et si vous leviez le pied, leviez le nez de votre smartphone pour prendre le temps de vous informer. C'est notre proposition, celle de l'équipe de 7, le premier média de slow journalisme francophone. Euh, alors, j'étais pas en train de lire Spécial Mafia parce que je viens de le recevoir, donc je l'ai pas encore lu, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Sauf que j'étais le nez dans mon smartphone, en train de prendre un billet de bus, et face à moi, il y a eu un escalier qui est arrivé que je n'ai pas vu. Je me suis pris la première marche. Il était en dessous de l'escalier en fait. Je suis passé sous l'escalier et c'est du béton et ça fait mal. Voilà. Donc cette book, je vous invite à le lire. Mais je vais vous lire un petit extrait. En fait, à chaque fois, il y a un petit texte qui est joint à, à 7. Je me réjouis de le lire parce que il y a le premier article, c'est sur les repentis. Euh, il y a tout un truc sur la mafia à Palerme. Et puis comme j'avais travaillé aussi sur des bouquins euh, sur Palerme, puis j'avais rencontré le maire de Palerme il n'y a pas longtemps, Luca Orlando. Ah voilà, ça m'intéresse vraiment. Mais là, on est levé le pouce pour traverser l'Europe de Camille Elaraki. Et je vous lis un extrait. Rien de tel que de dormir par terre et sans chauffage pour se réveiller de très bon matin et vers 5 heures, enveloppé d'une odeur de terre humide et sous un ciel où se mêlent le blanc et le rose, nous partageons la compagnie de 3 camionneurs qui sirotent de la vodka, assis sur des chaises en plastique. L'un d'eux, la peau épaisse et tannée comme du cuir, une queue de cheval soignée et brillante, tient à nous rassurer. C'est dimanche aujourd'hui. Nous ne conduisons pas, donc nous buvons. Aucun ne parle anglais, mais les similitudes entre les langues slaves nous permettent de communiquer. Dans la brume laiteuse de ce petit matin, très peu de voitures sur la file nationale qui, au milieu d'étendues d'herbes sauvages, conduit à la frontière slovaco-hongroise située à 20 km de là. Les rares automobilistes qui ralentissent à notre hauteur exagèrent une mine désolée, font non de la tête, le regard fermé et résolu. Nous commençons à ressentir la difficulté de la course dans les courbatures du dos et la peau qui frissonne. Mais nous continuons de nous amuser grâce au conducteur à la queue de cheval qui nous lance des encouragements. Et celui-là, pourquoi il ne s'est pas arrêté, celui-là? Il était tout seul dans son cabriolet de bourgeois. Il réitère plusieurs fois sa proposition de prendre un petit verre de vodka pour nous donner de la force et nous réchauffer un peu. Il est presque 7 heures lorsqu'une Suzuki blanche, la carrosserie poussiéreuse et parsemée d'insectes morts, se gare non loin de nous. Une dame en sort pour faire le plein. Sa démarche est lourde, sa poitrine déborde d'un soutien-gorge trop petit et ses rondeurs se moulent dans une robe en polyester rouge. Nous courons vers elle, peu soucieux de l'inquiéter, pour lui expliquer que cela fait 9 heures que nous sommes ici à attendre. Pourriez-vous nous dépanner, ne serait-ce que de quelques kilomètres? Ses minuscules yeux bruns bordés de crayons bleus à la texture grasse se brident. Eh bien, montez! Tandis que le coffre s'ouvre grand pour accueillir nos sacs, un « Attendez !» retentit à notre dos. 2 concurrentes entendent profiter de cette roue libre. Bonsoir, Laura. C'est Laura qui va modérer ce Twitch. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé du marché de la poésie, puis en fait, il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Par exemple, de Claire Médard. Claire Médard, en fait, elle faisait partie du staff du marché de la poésie depuis plusieurs années. Et puis là, elle n'y était plus, mais elle y était en tant qu'auteur, autrice. Et puis, c'était amusant parce que quand elle passait devant le stand, tous les ans, elle disait bonjour à la Suisse, mais elle passait 10 fois par jour et c'était bonjour à la Suisse. Et moi, comme j'ai aucun sens je ne reconnais pas du tout les gens, j'ai vu passer, puis j'ai pas reconnu que c'était elle. Donc elle me dit bonjour la Suisse. J'ai dit ah mais c'est elle. Et donc là,
Et vient de paraître un bootleg qui s'intitule Demi-soupir et des poussières, et c'est paru chez Maelstrom Révolution. Maelstrom Révolution, qui est un éditeur belge. Je vous lis un petit extrait. Puis après, vous me dites comment ça va, ce que vous avez lu. Sur les Twitch de la semaine dernière, j'ai noté les bouquins et je vais me les procurer. Mais pour l'instant, ça va attendre encore un peu. Alors, où est-ce que j'ai vu Ah oui, j'ai adoré ce livre. 2022. Longtemps, je me suis couché de malheur. Des mâles enracinés sur le trottoir, tels des roseaux, ne plient bagage, ni se cassent, hélas, et l'on s'excuse. Pardon, passez. La poitrine parée de petites fleurs rouges tatouées. Laissez les patates crues dans un saladier, oubliez, elles ont fait des fleurs. Life goal, être une patate. Nuit de la lecture à la conciergerie, des lumières bleues, roses, violacées affleurent les pierres moyenâgeuses, dans le silence spacieux des chaises longues, floqués monuments nationaux. Quelques visiteurs. On lit Héloïse et Abélard, l'amour courtois, Tristan et Iseut, dans un livre en libre circulation des fabliaux érotiques en version bilingue, où on découvre qu'en ancien français, fit, F-I-T, passé simple, troisième personne du singulier, faire, s'écrivait fist, F-I-S-T. Tirer les livres au ras des étagères, histoire d'éviter la poussière. Trier les livres, poésie, théâtre, bande dessinée. Les romans iront dans l'entrée. L'inspiration, comme dans un jeu vidéo, se cogne sur les parois du cerveau. Rebondit. Comment lui dire que ses mains sont trop petites pour me venir en aide? Ses doigts rouges et tordus ne peuvent rien pour mon salut. Voilà. Demi-soupir et des poussières, c'est assez marrant en fait. C'est des petits textes très, très, très actuels. Il y en a un qui est assez marrant, c'est l'importance de dire non. Non, 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 non. Voilà. Et donc ça, c'est chez Maelstrom Révolution. Bon, comment vous allez? Bien, j'espère. Je vais vous lire dans Poésie 84 deux poèmes, parce que en fait j'ai retrouvé ce poème et je trouve qu'il est magnifique. Et puis un autre également. D'abord un d'Édouard Glissant. Donc c'est Poésie 84, c'est le numéro qui est paru en janvier-février 1984, qui était et la revue Poésie, c'est une revue bimestrielle qui a été dirigée par Pierre Ségers, avec le concours de la Maison de la Poésie de Paris. Donc c'est extrait de Carthage, d'Édouard Glissant. Déjà le sel aux mains des fossoyeurs, la lie, non plus l'arôme de la mer qu'on répand sur la ville conquise. Chacun oublie le premier sel qu'il goûte. Voici qu'il trafique cette essence. Le monde, et aujourd'hui, plus encore, on voit Man Carthage violet, alimente cette flamme en lui de conquérir, de tuer. La mer docile est son complice. Un peuple vient, on lui allouera sa mesure de sel sur le labour des plaies. Libre enfin, il lamente sur les cendres. Le sel à jamais s'est mêlé au sang des victimes et aux pierres blessées qui furent œuvre d'homme. Voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est une belle introduction pour parler de cet ouvrage qui est épuisé. Je ne sais pas si vous... Il est marqué disponible sur le site des Presses du Réel, mais j'ai regardé, par exemple, sur la librairie de l'âme, il est marqué épuisé. Donc je ne sais pas du tout s'il est toujours disponible. Et c'est mon ami Jean-Guy Coulange qui me l'a offert l'autre jour au marché de la poésie. Et en fait, je ne le connaissais pas, cet ouvrage. Ça s'intitule La traversée du paysage, sonore, écriture, photographie. Et ça a paru aux éditions Hippocampe. Le quatrième de couverture, c'est marqué « J'ai envie de vous parler de ce que je suis en train de faire, de là où j'en suis. Ça me permet de faire le point sur ma situation, d'éclaircir mon propos. Mon propos s'éclaircit d'un rendez-vous à l'autre,
d'un paysage à l'autre, d'un son à l'autre. Mon chemin se forme peu à peu, nourri de ce que je récolte. Il n'est pas tracé à l'avance, il se fraye. Et en fait, je vous avais dit que Jean-Guy Coulanges était quelqu'un qui travaillait le son, la photographie, la peinture et l'écriture, évidemment, la poésie. Et regardez comme c'est magnifique, c'est vraiment splendide au niveau des illustrations, des dessins. Ça, voilà, la semaine dernière, je vous avais lu un extrait du sillon, et ça, c'est une photo du sillon, une peinture du sillon. Je sais rien en fait, si c'est une peinture ou une photo. C'est très surprenant, je pense que c'est une photo. Mais ça pourrait être une peinture du sillon qui se trouve à Saint-Malo. Et comme on a parlé tout de suite de la mer, continuons avec la mer. La pensée traversière. J'ai entendu ce que tout le monde entend, de Hans en port. Il se passe ce que nous voulons bien qu'il se passe, ce qui se transfuse en nous. Lorsqu'une cale, un ponton, un chemin de halage ne se prêtait pas au son ou à la photographie, je ne m'en suis pas soucié. Je prenais ces instants pour moi tout seul. Je m'en imprégnais. J'entrais dans le paysage physiquement et mentalement avant de brancher ou d'enclencher un appareil de mémoire. Dans la voiture, les cartes, les livres, sur la banquette, les appareils. Je suis heureux. Je marche et je conduis. J'alterne. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est vraiment la manière de travailler de Jean-Guy Coulanges. Et puis, un texte qui a été dédié à son grand ami David Collin, qui est malheureusement décédé, qui est daté du jeudi 4 mai 2017. Mon cher David, fleuve rance prend forme, mais chaque jour est une difficulté. Quand il y a méandre, il y a méandre. Voilà. C'est vraiment très très beau, très beau livre. Si vous arrivez à le trouver, La traversée du paysage, aux éditions Hippocampe. Voilà. Bon, vous êtes muets aujourd'hui, muettes et muets. Qu'est-ce que je peux vous dire J'étais à Seigneux-Légier aujourd'hui, j'étais à la Chaux-de-Fonds aujourd'hui, j'étais me promener en fait dans les librairies. J'adore aller dans les librairies indépendantes et puis rencontrer des libraires qui me parlent de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont, la manière dont ils mettent les bouquins en avant. Et j'ai appris qu'à Seigneux-Légier, au mois de septembre, il y a un marché bio. Et puis, je vais parler de... Si je vais vous lire ça. Je vais parler d'un bouquin qui est hyper intéressé. De Lydia et Claude Bourguignon. Pourquoi ne faisons-nous rien pendant que la maison brûle? Et là, franchement, vu le temps qu'il fait, on s'aperçoit que ça brûle un peu quand même. Allez, je vous lis un petit extrait. Donc c'est dans le chapitre Industrialisation de l'agriculture, de l'alimentation, de la sylviculture et de la pêche. Le travail agricole est un rite révélé par des dieux ou par les héros civilisateurs. Dans une société désacralisée, il est devenu un acte profane, justifié uniquement par le profit économique. On laboure la terre pour l'exploiter, on poursuit la nourriture et le gain. Vidé de symbolisme religieux, le travail agricole devient à la fois opaque et exténuant. Il ne révèle aucune signification, ne ménage aucune ouverture vers l'universel, vers le monde de l'esprit. Et ça, c'est une situation de Mircea Eliade. La grande erreur commise à partir du XIXe est d'avoir confondu matière et vie, et d'avoir donc appliqué les lois de l'industrialisation à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche. Cette erreur date de Descartes et de sa vision mécaniste du monde vivant. Pour lui, les animaux et l'homme étaient des machines, sophistiquées certes, mais des machines quand même, dont il suffisait de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Cette vision reste dominante dans le monde scientifique, industriel et technocratique. Pour Jacques Monod, la vie est un pur phénomène mécanique. Pour lui, la bonne biologie est purement mécanistique.
Et le secret de la vie se trouve dans la machinerie chimique. Il l'exprime très bien dans cette phrase. Les êtres vivants sont des machines qui se construisent elles-mêmes, des machines qui se reproduisent. Son confrère François Jacob n'hésitait pas à écrire. Si le monde vivant marche à l'aventure, s'il est vide de toute finalité, c'est à l'homme de maîtriser la nature. C'est ce beau programme cartésien qui est à l'origine du meurtre des paysans et de l'avènement de l'exploitant agricole, c'est-à-dire le remplacement du métier le plus complexe du monde par un métier ultra simple, puisque le paysan connaissait le climat de sa région, ses sols, les plantes qui poussaient dessus, les animaux qui y vivaient. En plus, il était bâtisseur, artisan, alors que l'exploitant agricole n'est qu'un conducteur d'engins et un épandeur de pesticides. Comme les animaux ne sont que des machines, cela ne pose aucun problème de les entasser dans les élevages industriels, de castrer et d'arracher les dents à vif, comme on le fait encore couramment pour les porcelets, malgré l'interdiction officielle de ces pratiques barbares. De même, puisque les plantes ne sont que des usines biochimiques, cela ne pose aucun problème de les manipuler génétiquement et d'en faire des chimères. Comment rendre l'agriculture durable, attentive aux plantes et aux bêtes, avec une vision cartésienne de la vie. Voilà, c'est un pamphlet très virulent de Lydia et Claude Bourguignon sur la situation dans laquelle on est, en sachant que c'est vraiment des spécialistes du sol. Voilà, merci d'avoir mis le lien de David Colin, du site de David Colin. Et je reprends une petite poésie que j'ai trouvée, puisqu'on était dans la mer, on va rester un peu dans la mer, avec les galets de Norgé, dans Poésie 84. J'entends... non, pardon. Les vers que je vous propose existent depuis toujours. Ils dormaient comme des sourds au fond des sables moroses. Ce sont de lisses galets. Ces nomades ronds et cois que je couvre dans mes paumes sans savoir leur alphabet en connaissent plus que moi sur les temps et les royaumes. Doucement, je les réveille. Je leur ouvre les oreilles. Et chacun dans sa mémoire, promenant un long fanal, me dessine des histoires que j'écris tant bien que mal. J'écoute leurs longs conseils, je leur éclaircis la gorge, et j'ose dessiner Norgé. Mais ils sont, je le redis, de Norgé Koussi Koussi. Voilà mes lisses galets, roulés à tous les palais, des mers, des âges, des ciels. Le songe y cuve son miel, l'amour y parle français en jubilantes voyelles. Accueillis par les jardins, aux plus ombreuses cachettes, mes durs galets voyageurs mûriront dans les destins, mes galets seront galettes à la famine des cœurs. C'est très très beau. C'est vraiment... J'adore cette collection. Et puis, voilà, je vous avais parlé de Steve Wilfrid Mungengi et de Sarah Campbell qui était sur le stand du marché de la poésie. Je vous avais lu un poème, je vous en relis un autre, puisqu'on est toujours dans la mer. Mais là, on commence par la mer, la matrice, mer de lave. Je suis des terres où la mer est de lave. Sac et ressac sont des saisons et non des vagues. Le nom des grands sommets sonne, résonne dans les gorges glaciaires. Une vache en retrait de sa place au troupeau et tout le pays va désaccorder. Les cloches sont au pied des étables et des nourricières d'enfants. Le sein de la Vierge et nos ventres de femmes sont de terre sombre. Noir n'est ni peine ni soupir. Bêtes et lait fumants seront toujours nos mères, éclaireurs de la vallée gardée par la statue. Je suis des terres où la bombe est de lave, qui ne sait pas la guerre. Je n'ai pas peur du vent, qu'il pousse sa chanson jusque sous la lauze des toits. L'ardoise ne lui laissera rien passer de fâcheux, que sa plainte s'enroule en cache-colle à ma maison, elle n'en fera pas douter la bonne facture. Qu'il souffle, les chiens lui rient au nez, qui sont de terre vêtus au flanc des troupeaux. Anne Vassivière est peintre et auteur.
Elle a publié Partie commune, romans choral, charnel et décalé. Ses nouvelles sont publiées à la Musardine et enregistrées par Audible. De nouveaux romans sont en route. Amoureuse des mots qui claquent dans la bouche, elle se délecte des méandres de l'existence et écrit aussi pour le théâtre. Voilà, la quinfristanaise. Et je vous avais fait voir aussi cette revue de poésie illustrée. Vraiment à découvrir parce que je pourrais pas en lire plus parce que j'en ai déjà lu 3 textes. Après, je vais dépasser le pourcentage euh, voilà, euh, légal. Euh, mais voilà, achetez-la et puis découvrirez les autres. Alors, je continue toujours avec le marché de la poésie, avec Mathieu Messagier, Poème de gare. Euh, et donc ça, c'est édité aux Nouvelles Éditions Place. Alors, est-ce que c'était... L'heure de lui être. Le détruit éponyme renvoie le coq à sa basse-cour. Ainsi, il se conduit tel la meule qui s'est gavée de tourbillons et de porcs de la nuit. Tout à l'inverse des vers accumulés. Le grillage des sorbets morts et le masque de verglas, dans l'air lourd des vulves épaisses, tout en la demeure courait, à la rumeur et aux orgues exténués de la jeunesse veilleuse. Vieilleuse, de la jeunesse vieilleuse. Et Betty Page dormait sous l'épée, et Betty Page dormait dans l'épée, ployée de poings, si très légèrement serrés, reflets accroupis du paradis, près de la consolation, si près de cette blessure qui ne saura se renfermer, cicatriser en flots de calmes inouïs, qu'au jour de ses cendres. La moto de la pluie, elle sera bien, elle, le marché de sourdine qui perla souvent dans ma tête en chantier. Et Melchior Tannenbaum joue du farfisa. Et Sankt Pauli, l'hiver est sec et froid. Il a emmené avec lui une caisse de tranquillité fertile, et le cachet de la poste des exils fait du rimel et des baisers de celles qui ne cessent. Les exhibitions ne se tirent rien au croisement des éclairages. Visite à ce rameau qui s'excluait en angle, l'affaire suivait son cours et le retour devenait chaque jour un peu plus impossible. Le froid avait excommunié quasiment toutes les mouches domestiques, et les livres où l'on racontait la vie des poètes avaient plus de succès que leurs poèmes eux-mêmes. Il s'était fait quelques amis à la fidélité hypothétique, mais surtout s'était marié dans le club où il jouait chaque soir avec Amatea, née en Estonie, 23 ans plus tôt, de parents aux origines simples et princières. Sa mélancolie vissée depuis longtemps au moindre de ses actes ne l'entravait plus depuis un seuil, choisi et entretenu comme tel. Il jouerait encore un peu, mais pas trop. Il fallait rester lucide. Voilà. C'est un texte assez surprenant. Ça vaut le coup. C'est presque... C'est pas de l'écriture automatique, mais il y a des passages où on a l'impression que c'est l'écriture automatique. C'est vraiment un auteur que je viens de découvrir. Voilà. Ah oui, il y a un truc que je vous ai cette semaine, j'étais dans un monastère. C'était, je ne me rappelle plus où c'était. Peut-être que Laura va se rappeler. Dans un lieu complètement fou, c'est un monastère privé, mais en fait c'est dans le canton de Fribourg, je crois. Un monastère qui reçoit des artistes qui travaillent principalement autour de la musique, autour de l'art. Et puis là, ouais, voilà, la Part-Dieu à Bulle. Merci Laura. C'est un lieu magique. Si vous ne savez pas quoi faire, la semaine prochaine, le 5, je crois. Non, c'est pas le 5 la semaine prochaine. Ça va être samedi de la semaine prochaine, à 18h. Il y a une lecture avec un musicien et ça va être génial. En fait, j'étais là-bas parce que il y a un nouveau projet qui se met en place de lecture avec des textes qui seront lus à Bulle.
je sais pas la date là, mais je crois que c'est au mois de septembre. Euh, voilà. Et, euh, et donc, il y a des comédiennes, des comédiens, des lecteurs et des lectrices comme moi, et puis des personnes qui écrivent des textes, des auteurs, des personnes qui n'ont pas été publiées. Et donc, c'est un nouveau projet comme ça de faire connaître de nouvelles voix. Je pense qu'il y aura quelque chose à Bulle à peu près tous les 2 mois. Euh, et puis, on était dans ce lieu complètement incroyable avec la chambre de la comtesse, avec il y a 2 visites par an, je crois. Euh, 2 visites par an par les propriétaires. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, c'est incroyable. Enfin, bref. Voilà, j'avais envie de. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant de ces rencontres. Voilà, c'est Altitude Art qui s'occupe de ces rencontres. Et donc là, il y a une rencontre, une lecture la semaine prochaine d'un auteur que j'ai rencontré justement. Et il y aura une lecture de son texte en musique. Et c'est un cadre. Il y a des pièces qui sont fabuleuses. Enfin, que ce soit l'extérieur comme l'intérieur, c'est fabuleux. Voilà. Alors, euh, je vous avais dit aussi que Jean-Guy Coulange m'avait offert Georges Didier Huberman, aperçu que je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et j'ai trouvé des phrases. C'est vraiment hyper bien écrit. Alors, le thème, les thèmes sont passionnants parce que en fait, c'est euh, le fait, le fait d'apercevoir, de voir, de, de deviner les personnes. Et dedans, j'ai trouvé juste, j'avais pas envie de vous lire un extrait parce que c'est un peu difficile, c'est quand même un essai. Euh, mais j'avais envie de vous lire juste 2 petites phrases que j'ai trouvées et que j'ai trouvées extrêmement poétiques. Et en fait, c'est un essai qui se lit. Enfin, moi, je trouve que c'est quasiment de la poésie, quoi. Donc, j'avance doucement. Euh, j'avance très doucement. Et j'adore cette phrase. N'y a-t-il pas une vie potentielle jusque dans les choses les plus dévastées? N'y a-t-il pas une vie potentielle jusque dans les choses les plus dévastées? Et puis, Alexander Kluge écrit beaucoup, car il observe beaucoup, apprend beaucoup, pense beaucoup, aime beaucoup, critique beaucoup, s'amuse beaucoup, s'émeut beaucoup, invente beaucoup. C'est qu'il a beaucoup, beaucoup d'imagination. Voilà. Voilà. Donc j'en suis vraiment pas loin, hein. J'en suis à la page 33. Et là, je suis avec Autre passante, l'appel du style. Euh, Résumé m'est une souffrance. Voilà. Donc je ne résumerai pas. Et je vais continuer. Il retourne sur ma table de nuit. J'ai découvert il y a quelques temps, je ne sais pas si vous connaissez, le monde des médias. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Ça, c'est le numéro 53, qui est en fait le monde des médias. Ouais, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, dans une gare, je crois. Journal indépendant de critique et de décryptage des médias. Ça fait 4 jours et c'est vraiment très très bien. Il y a un article hyper intéressant sur la désinformation en Ukraine. Il y a le rachat de Twitter par Elon Musk est-il compatible avec la démocratie? Vincent Bolloré, son empire médiatique s'agrandit et sert son idéologie conservatrice. Si vous voulez savoir ce qui vous attend avec la fusion Bolloré, déjà ce qu'il a fait au niveau des chaînes de télé et ce qu'il va continuer à faire, c'est pas beau. Le Monde a lancé une édition numérique en anglais. La direction frileuse quant à l'évolution proposée par un nouveau syndicat interne, ces salariés du Canard qui voudraient faire évoluer l'hebdo qu'ils estiment en décrochage. C'est passionnant. Le déclin de Meta Facebook est-il amorcé malgré son projet de métaverse? Il y a le faux discours de Macron sur l'antenne piratée de France Inter. C'est assez rare que je lise un journal tout entier. Bon, quand je m'attaque au monde du bleu ou des choses comme ça, j'ai du mal à tout lire, mais j'en achète pas beaucoup. Donc en général, je les lis. J'essaye de les lire en entier.
Par contre, je suis abonné à certains journaux en ligne, mais ça, je ne lis pas en entier. Et voilà, il déconnectait le web de tout un village pour rationner ses enfants, par exemple. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Certains auteurs écrivent aussi pour des marques. Les auteurs sont devenus des marques à part entière, et ça paie. Voilà, s'il y a des auteurs qui m'écoutent, vous savez quoi faire, vous travaillez. Je voulais vous. On m'a redemandé de vous lire un extrait du, des chants de la rue des Forgerons de Ndrissim Ademaj, traduit de l'albanais par Festa Molikaj. Voilà. Et je vais vous lire ce petit poème. Épitaphe pour ma génération. Ils n'auront qu'à dire de nous quand ils passeront par là. C'étaient les seuls aux cheveux longs quand le pays, pris à la gorge par des hommes, ciseaux à la main, était plutôt prison que maison. C'étaient les seuls par ici, aux rêves plus ébouriffés que leur barbe, qui naissaient vieillis et mouraient jeunes. Ils n'auront qu'à dire de nous, ceux qui passeront par là. Ils parlaient de l'avenir en écoutant Yesterday. Voilà, magnifique. Moi, j'adore ce poète. Alors, et puis j'ai envie de vous reprendre la petite collection Point Poésie avec quelques poèmes. Je vais commencer par Louis-Philippe d'Alembert. La semaine prochaine, je vais avoir pas mal avancé quand même dans entre autres, le Aperçu de Georges Didier Huberman, mais je pense pas que j'en ferai une lecture. Mais dans Pasolini, description de description, traduit de René Tsikati, Pasolini 100 ans. Dans Hans Castorp qui se pencha sur lui, de Bruno Edmond. Ça, c'est ceux de la semaine prochaine. Je vous avance un peu. Pourtant, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je vais finir de lire. Donc voilà. J'ai ma liste de bouquins de la semaine, en fait. C'est génial. Claude McKay, toujours aux nouvelles éditions Place. Les brebis noires de Dieu. Je vous avais parlé de Claude McKay parce que il y avait le bouquin qui vient de paraître, Marseille in America, que j'avais adoré. Et puis en fait, il y a ce bouquin-là que je ne connaissais pas. Tac, tac. Je regarde parce qu'il y en a certains que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Voilà. Voilà. Déjà, il y aura ça pour la semaine prochaine. Voilà. Et là, faut que je relise. Christine de Pisan, j'ai envie de vous en lire un poème parce que c'est vraiment magnifique. Donc, Christine de Pisan, 100 ballades d'amants et de dames. Je pense qu'il est réimprimé maintenant, je crois qu'il était épuisé. Nouvelle traduction de Bertrand Rousier Leonardi. Alors, cette autrice du 14e, enfin, ouais, 14, fin 14e, début 15e, et assez, on la sent vraiment très, très remontée envers les hommes, et elle n'hésite pas à le dire, au 15e, enfin c'est assez fou. Son hypocrisie est chose sûre. Je sais la fausseté démontrée de celui par qui peine si dure m'est causée et dont je suis grevé. J'ai tant cherché que je l'ai trouvée, celle pour laquelle il m'a laissé, ce dont je suis durement blessé. Partout s'élève en un grand murmure la rumeur qui s'en est emparée. Et lui, pour s'en excuser, assure, usant d'une invention fort osée, qu'en quelque lieu que je sois logé, il s'en verrait barrer l'entrée, ce dont je suis durement blessé. Ah, est-il plus déloyal parjure? Il m'avait ô combien éprouvé.
bien plus que toute autre créature, et je m'étais à lui révéler, vrai et loyal. Or, il m'a privé de sa foi, qui s'en trouve faussée, ce dont je suis durement blessé. Pour une autre, je suis délaissé, ce dont je suis durement blessé. Lisez ce texte, c'est incroyable, incroyable. En fait, il y a cette femme, la dame, qui parle, et il y a l'amant après qui essaye de justifier, mais franchement, c'est un texte fou. Alors, en poésie, oh, Point Seuil. Ah oui, non, il y a un autre ouvrage que je vous parlerai la semaine prochaine, celui que je suis en train de lire aussi. Le monde est mon langage, d'Alain Mabancou au Seuil. Voilà. Et j'y pense parce qu'Alain Mabancou, c'est lui qui dirige la collection Poésie Point au Seuil, et qui vient également à Livre sur les quais début septembre, le premier week-end de septembre à Morges. Je me réjouis de rencontrer. Poème naïf à Nelson Mandela. Là-bas, dans ma patrie, les hommes n'ont point de couleur, ou plutôt, ils sont couleur arc-en-ciel, couleur de fête, couleur de joie. Tous les matins à l'aube, ils font couler le café rouge de la fraternité, qu'ils boivent à large rasade d'espérance, qu'ils boivent à l'alliance immortelle de l'homme et de la vie. Mais ma patrie n'est point d'ici. Elle habite l'embouchure de chaque cœur, qui lance joyeux ses hymnes à l'utopie, pour un âge réel d'hommes et non de bêtes humaines. Dans ma patrie là-bas, on gouverne la rosée fascinante, tels les saints lyriques de la femme, au petit matin de la vie. Le front troubadour de l'enfant ne trahit point les pas musiciens de l'adulte. La marée, il y a longtemps, a charrié fleuves et rivières de la discorde vers l'océan fédérateur de l'amour. Mais ma patrie a dérivé loin de la terre. Mon enfance a ruiné ses yeux tristes à la chercher dans le sourire faux des livres et des passants. Dans ma patrie sans nulle frontière, sinon la merveilleuse aventure de la vie. Dans ma patrie en feu, dans ma patrie en fleurs, jamais il n'est vent de cyclone ni de lèpre qui tue le sommeil des rêveurs. Je suis né dans un monde tout couleur, où il n'est point de souffrance sur la fatigue de millions d'hommes. Et le flanc terne des femmes dans l'aube de Soweto, je suis d'un monde où la liberté ne traîne pas 25 boulets à ses chevilles. Dans ma patrie, la mer façonne chaque nuit les perles qui à l'eau brilleront au coup de la vie. Dans ma patrie là-bas, il y a le bleu virginal et permanent du ciel, il y a le pain et la tendresse. Dans ma patrie, il y a tout, hormis la douleur hiéroglyphe inconnue. Et là-bas, dans ma patrie, le lion a la crinière pure du printemps. La nuit est aussi légère que la mousseline recouvrant les cuisses des filles aux odeurs de lavande. Ma patrie a un mot de 5 pouces, comme mon autre patrie caraïbe, 5 pieds pour courir vers les sources les plus fraîches de la fraternité et s'abreuver à la tête humaine de la vie. Ma patrie habite le dictionnaire des hommes, mais les hommes jamais ne l'ont exploré. Depuis des lunes et des lunes, j'attends de récolter cet amour accroché au fond des cœurs. Louis-Philippe d'Alembert, ces îles pleines de ciel, plein de ciel, plein de sel, voilà. Et Philippe d'Alembert, Louis-Philippe d'Alembert, je vous en avais déjà parlé. Moi. J'ai lu plusieurs extraits, mais je trouve ça magnifique. Et puis, une autrice aussi que j'avais découvert dans cette collection qui est Etel Adnan, Le destin va ramener les étés sombres. Voilà. Et ça, c'est une anthologie, préface de Hans-Ulrich Obrist. Chaque larme retenue revient comme une vague. Un bus manqué, comme un orage. Un jour enfui, un coucher de soleil. La mer se répète, comme notre absence se répète à la promesse de ce monde. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, les textes qu'on lira à Bulle, ça sera autour de l'eau. C'est bizarre. Et la nuit est une île couverte de neige. La vie
toujours autant présent dans la nonchalance d'un ruisseau. Alors, toujours un peu dans l'eau. Et c'est là, je trouve ça, c'est très, ça me fait penser à Suran. Nietzsche a embrassé un cheval. Enfin, il avait trouvé un ami. À notre tour de pleurer. C'est magnifique. J'adore. C'est une femme incroyable, hein, ce qu'elle écrit. Le climat n'a rien à voir avec les vagues qui se retirent. Des séries d'éclairs décrivent des cercles dans le ciel nocturne. Enfin, un vent épique. La terre tremble en toute innocence. Voilà. Le destin va ramener les étés sombres de Ethel Adnan en point seuil. Je continue. Aimé Césaire. Odeur. Mais vint l'odeur. L'odeur dit, sobrement dit, de goémon, de sueur de nègre, d'herbe, de vesoux, de coutelas, de mangle. L'odeur dit, c'est tout dire. L'odeur n'est pas vide. L'odeur n'a pas de rides. Et ça, c'est cadastre, suivi de moi laminaire, donc toujours un seuil. Et celle-là que j'avais trouvée très belle. C'est Marche des perturbations. Une robuste foudre emmena sur le front le plus intouchable du monde, en toi toute la lumière veuve des crépuscules, des cités poignardées par les oiseaux alentours. Et prends garde aux corbeaux qui ne volent pas. C'est ma tête qui s'est extraite du poteau mitant de mes épaules, en poussant un vieux cri arracheur d'entrailles et d'abreuvoirs. Ornière, ornière, lait, doux brasier de flambe et de forme. C'est... Ouais, c'est très très bon. Un petit dernier d'Aimé Césaire, interlude. Bon vague de l'once sans garrot, au zénith, poussière de lait. Un midi est avec moi, glissé très rare de tes haras, d'ombre cuite, et très rare entrelacs des doigts. Ô soleil déchiré, aveugle pan magique et frais, aux mains d'arches d'éprouvettes, futile, éclipse de l'espace. Voilà, Aimé Césaire. J'espère que vous allez bien, hein. Moi je lis de la poésie, j'adore ça. Je ne sais pas si vous appréciez. Ne vous inquiétez pas sur le nombre de scrutateurs que vous voyez, ça ne veut rien dire. Je dis des fois. C'est très marrant la manière dont c'est écrit ce bouquin. C'est en bilingue. Celui-ci, Ezra Pound, traduit de l'anglais par Denis Roche, en édition bilingue. Et voilà, étends-toi dans l'herbe douce au bord de la falaise, à 30 mètres au-dessus de la mer, et à portée de la main, à une coudée près, le cristallin, comme l'envers de l'eau, transparent sur un lit de cailloux. Ac ferae, familiares, et le champ gemé à destra de faon, de panthère, de maïs en fleurs, de chardon et d'herbes coupantes, fleuries à une moitié de mètre de hauteur. Étends-toi au bord de la falaise. Ce n'est pas encore la Thasale. Il ne se trouve ici des âmes, nec personae, ni même quelle hypostase, cette terre est celle de Dionée. Et sous sa planète, Aélia, la grande prairie, avec les peupliers, les montagnes et le jardin clos de poiriers en fleurs, qui sont ici en paix. Alors, je suis désolé, il y a un mot que j'ai pas pu traduire, j'ai pas pu lire. En fait, c'est écrit en grec ancien, non pas en grec ancien, en grec. Mais voilà, je connais pas le grec. Il n'y a pas la traduction en dessous. Donc, voilà. Allez, par que j'ai terminé. Ah ouais, allez. Nous ne trahirons pas le poème.
Ah, la couverture, pardon. Ezra Pound. Ah, ah, voilà. Et là, je vais vous montrer la couverture puisque j'ai pas. Donc là, c'est Rodney Saint-Éloi. Nous ne trahirons pas le poème. J'ai rangé dans l'armoire ma solitude frugale, mes vieilles colères, mes jeux d'osselets. Je dis aux étoiles et aux coquillages, rendez-moi ma joie et mon enfance, rendez-moi mes pays démodés. J'écrirai ces mots sur une barque échouée, j'écrirai des je t'aime en langue vernaculaire, au passant qui me prendra la main et qui me dira, fils de Tida qui voit l'immense, burine tes rêves, forge tes temps. Oiseau, tu pousses lumière, tu ouvres l'espace à l'intégrale, refais ta chair faillie, poussière, tu n'es lune. Voilà. Donc nous ne trahirons pas le poème de René Satello. Alors, voilà pour la collection poésie. Point. J'en lirai d'autres fois. Et là, je vais reprendre. Voilà. Ça, c'est la bibliothèque de Jacqueline. On va terminer par la bibliothèque de Jacqueline, qui s'appelle donc chez Segers, Arturo Serrano Playa, Galop de la destinée. Voilà. Édition Pierre Segers, qui a été publiée en 1954. Avec un portrait d'Emmanuel Robles, pardon, un portrait de Serrano Playa par Claret. Portrait collé, c'est magnifique. Et en bilingue. Voilà. De même que la vie est le rêve d'un fou raconté par des idiots à mauvais caractère, de même ton visage est l'antique récit d'une prouesse belle, invraisemblable et narrée lentement. Compter avec ton cœur de créatures irréelles, de créatures indicibles, lentement récitées. Ton conte était une histoire secrète mais prouvée, et ton chant passionnant de pures invraisemblances. De pure et rouge invraisemblance ton récit, de rouge liberté au cœur même du printemps, avec un fil de vie brodé sur le blason de l'Espagne et de sa guerre, ta flamme et ton portrait. Ton front était une page brillante, tes yeux des chapitres profonds, tes lèvres des vers ingénus, rimant avec ton sein palpitant. Ta peau était le mystère de ton style, subtil, délicatesse et velours. L'intrigue tressée à tes cheveux, à fil de soie se tramait. Et le temps de ton rythme était la lente tension de ce qu'on craint et de ce qu'on espère, l'angoisse de savoir ce qu'on savait déjà, et la peur d'ignorer le tourment déjà sûr. Obscure forêt de passion partagée, tes heures étaient une pause méditée, la mort noire avec sa cour et sa sentence, pour toi légèrement restait la vie. Belle nuit, au sillage coagulé, ton espace était pénombre et clarté, changeante et fixe, mais claire de sa lumière, la dense brume de ton roman céleste. Voilà. Galop de la destinée, chez Segers, de Arturo Serrano Playa. Yanis Christos. C'est ce livre de la bibliothèque de Jacqueline qui tricotait des chaussettes à Christos quand il était en prison. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? L'escalade. Il demeurait des jours dans le champ étranger. Sans cesse, il pensait grimper en cachette sur le figuier dépouillé et voir le monde de là-haut, comme le voit une feuille ou un oiseau. Mais à chaque fois, quelqu'un allait passer. Il fallait remettre à plus tard. Un soir, il regarda tout autour.
Personne. Il escalada la plus haute branche. Alors se firent entendre des voix venant des buissons. « Que fais-tu là-haut » De grandes voix. Il répondit. « Une figue. Il avait une dernière figue. » La branche cassa. Ils le relevèrent. Il tenait sa main droite bien fermée, lui écartant les doigts. Ils n'y trouvèrent rien. Voilà. Donc Yanis Ritsos, témoignage, toujours dans la même collection, Pierre Segers. Allez, ce petit bijou, alors ça c'est la collection, une collection incroyable, une collection Gallimard. Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment ça s'appelle cette collection. Je crois que c'est marqué le feu. C'est publié en 1956. Et c'est vraiment, elle est vraiment pleine. Et poésie de Stéphane Mallarmé. Édition complète, contenant plusieurs poèmes inédits. Alors Mallarmé, c'est marrant parce que j'ai redécouvert Mallarmé avec mon ami Jim et mon ami Paul, qu'on a commencé les lectures ensemble. Donc Jim qui est au Texas, Paul qui est en Équateur. On a commencé les lectures et très rapidement on est arrivé à Mallarmé. Et ça m'a permis de reprendre le Pléiade et puis de redécouvrir Mallarmé, que j'ai vraiment envie de relire entièrement. Je trouve qu'il a une écriture qui me convient, en fait. Je veux dire, c'est comme ça. Salut. Rien. Cette écume, vierge, vers à ne désigner que la coupe. Telle loin se noie une troupe de sirènes, maintes à l'envers. Nous naviguons. Ô mes divers amis, moi déjà sur la poupe, vous l'avant fastueux qui coupe le flot de foudre et d'hiver. Une ivresse belle m'engage sans craindre, même sans son tangage, de porter debout ce salut. Ce étude, récif, étoile, à n'importe ce qui valut le blanc souci de notre toile. Moi je trouve ça révolutionnaire, l'écriture de Mallarmé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Mallarmé, si vous aimez Mallarmé, et je peux que vous engager à découvrir, si vous ne connaissez pas, ou à le lire, mais vraiment à lire à voix haute. C'est extraordinaire à voix haute. Apparition. La lune s'attristait. Des séraphins en pleurs. Rêvant. L'archet au doigt, dans le calme des fleurs, vaporeuses. Tirées de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie, aimant à me martyriser, s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire, laisse la cueillisaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'irai donc, l'œil rivé sur le pavé, vieilli. Quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu, et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Ah, dites-moi si c'est pas beau, quand même. Je trouve ça extraordinaire. Bon, je vais continuer avec Mallarmé, si ça vous va. Il n'y a pas d'opposition, donc je continue. Le pitre châtier, lieu, lac, avec ma simple ivresse de renaître, autre que l'histrion qui du geste évoqué comme plume la suie ignoble des quinquets, j'ai troué dans le mur de toile une fenêtre. De ma jambe et des bras limpides, nageur traître, à bonds multipliés, reniant le mauvais Hamlet, c'est comme si dans l'onde j'innovais 1000 sépulcres pour y vierge disparaître. Hilar, hors de cymbales à des poings irrités, tout à coup le soleil frappe la nudité, qui pure s'exhala de ma fraîcheur de nacre. Rance nuit de la peau, quand sur moi vous passiez, ne sachant pas, ingrat, que c'était tout mon sacre, ce phare noyé
dans l'eau perfide des glaciers. Voilà, c'est... Allez, j'ai envie de terminer par Aragon. Aragon. Qu'est-ce que je peux prendre? Bousquet. Je vais finir par Aragon, mais son traité du style, on va pas terminer par de la poésie. J'ai envie de terminer par ça. Aujourd'hui que la terre est quadrillée, bichonnée, macadamisée, et il y a du béton partout, il y a encore des mecs à la mie de pain qui parlent avec un sérieux vraiment papal d'être partis, comme le numéro 1 parlait de partir. Changer de pays leur paraît dangereux. Et quand ça serait dangereux, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute que vous risquiez vos tibias dans les accidents de chemin de fer? Toujours est-il que quand ils ont vu le Kamtchatka ou Saint-Nom-la-Bretèche, ces messieurs ne se prennent plus pour de la merde de chien. Il ne ferait pas bon leur dire qu'ils ne sont que des littérateurs comme les autres. Comment? Un homme qui revient de Pontoise? Depuis mon plus jeune âge, j'ai pris en horreur les individus qui vous racontent leurs vacances. Voilà donc une seconde catégorie de gens qui, ayant connaissance du cas Rimbaud, comme on dit, ont trouvé dans ce cas une raison d'être. Ah oui, j'ai pas... Oui, c'est pas grave. Je prends maintenant la troisième catégorie, donc ça c'était la deuxième. Très voisine de la seconde, avec un petit raffinement, les zigotos qui tournent de l'œil quand ils prononcent le mot aventure. Les voyages, ils en ont vu le bout, même les voyages autour de leur chambre. Mais ils attendent une grande révélation sur la signification générale du monde du premier bonze qui leur proposera une partie de Zanzibar, de n'importe quelle rencontre, d'un café qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont enclins à la partouze. C'est une race d'optimistes à tout crin. Ils ont toujours une histoire à vous raconter. Fuyez-les comme la peste. Quatrième. Ici, le départ, l'aventure, le voyage se sont déconcrétisés. On peut dire que le principe qui les remplace est dépourvu de représentation, même indécise. Il est basé sur une comparaison fausse. C'est l'évasion. Douce perspective. De moins en moins dramatique à mesure qu'elle se généralise et devient plus idiote, qui, dès maintenant, n'est rien d'autre que la forme contemporaine du vague à l'âme. Ce qu'évasion signifiait d'abord, on le sait, la rupture des liens d'habitude, l'issue hors d'une société donnée, la vie ailleurs recommencée, l'anonymat retrouvé. De nos jours, chacun de ces facteurs, chaque jour, revêt un caractère d'improbabilité plus marqué. L'homme de ce temps a tout de même appris à reconnaître, sous des variations d'ailleurs infimes, un unique esclavage social. De même qu'on peut fixer précisément la date à laquelle le partage du globe fut un fait accompli, où l'appétit de l'homme ainsi toucha pour la première fois sa limite, de même l'illusion de la liberté dans ce sens spatial prit fin à l'instant où se fut clairement formé pour l'esprit un système général qui réunit comme les parties d'un corps les parties sociales du monde. Alors moi, je vous encourage à lire Aragon. Alors j'aime bien cette poésie, ces textes, mais franchement, en tant que pamphlétaire, en tant que critique littéraire, je le trouve génial et ça fait du bien. J'aurais envie d'entendre des critiques littéraires du style d'Aragon aujourd'hui. Je trouve que tout est, je sais pas si c'est parce qu'on a peur des procès, parce que, mais on peut plus dire les choses. Aragon, il n'hésitait pas à dire c'est de la merde. Voilà, il le disait clairement. Euh, J'adore. Qu'est-ce que je me suis régalé dans ce bouquin, mais pas dans celui-ci, il y en a plusieurs. J'avais plusieurs. Ah oui, c'est celui-là. Chronique. Ah ouais, ça c'est génial. Chronique de la pluie et du beau temps. Alors celui-ci c'était Aragon, traité du style chez l'imaginaire chez Gallimard, et celui-ci c'est Chronique de la pluie et du beau temps. Et donc ça c'est édité par les éditeurs français réunis. Et tiens, il parle de Mallarmé. C'est un peu compliqué de prendre un extrait de ça.
C'est ça, la critique. Une critique littéraire. Il est dans le chant de Supervielle, comme de très peu de poètes, Valmore ou Dubélé parfois, un palpitement, une haleine des prés, la nuit des cils baissés. Comme nous vous écoutions, venus on ne sait comment d'outre les mers, en ces temps brutaux de la honte, ô vers émerveillés, simples comme le vent. Citation. Les couleurs de ce jour sont tristes sans la France. Le bleu et le lilas, le vert, le violet, ne trouvant en ces lieux rien à leur convenance, demeurent suspendus, ne savent se poser. Vers de si loin venus qui nous ressemblaient, vers sur l'aile du temps faits à notre semblance, vers de l'exil pourtant, mais clair dans la patrie. Citation. Je ne peux plus voir clair dans ce lointain exil. Redonnez-moi Paris que je m'y reconnaisse. Ici tous mes brouillards, et malgré sa rudesse, ce soleil ne sait pas descendre dans ma nuit, et reste sur le haut des marches interdit. Oui, peut-être n'est-il pas un poète vivant qui, plus que Supervielle et ce charme, qui parmi les instruments de la musique n'appartient qu'au violon. Si peu violoniste pourtant. Il n'a pas à forcer sa voix calme pour le sanglot. La source ne sait pas qu'elle a le son des pleurs, ni la voix cette pâleur. Bien sûr qu'il nous est au cœur dans la France malheureuse, ces poèmes de la France malheureuse, que lise aujourd'hui qui voudra s'en frémir, pas moi. Mais pas différemment, imaginez-vous que ces autres vers qui les complètent maintenant dans le recueil 1939-1945, où la voix du poète au plus simple thème humain s'accorde. Citation. Mes veines et mes vers suivent même chemin, et descendent du cœur, serpentent vers ma main. Le violon, vous dis-je, un violon sans violence, et le vin violet de cette chanson-là. Citation. Il est place en ces vers pour un jour étoilé, pour une nuit où tremble un lunaire soleil, pour un homme aux yeux clairs qui se lève et qui marche sur le pont du futur vacillant sous son arche. Place pour un petit tremblement dans les mots, mais qui vous glisse à la longue dans un tombeau où restez seul avec le silence qui gronde, on referme sur soi l'envergure du monde. Pas un poète aujourd'hui qui sache ainsi atteindre à ce que la radio l'on appelle, et ne souriez pas à la musique douce d'un éloge pareil. Entendez-vous la valeur? La musique douce, l'inaccessible de cette douceur, à qui n'a la maîtrise parfaite de sa force, l'entière disponibilité de sa voix. Si je veux trouver l'équivalence dans le passé, imaginez qu'il me faut faire appel à ces quelques vers pour lesquels Malherbe demeure incomparable et La Fontaine à 1000 lieues au-dessus de soi. Cette veine de douceur court à travers le marbre des siècles, et ici comme alors, impossible de ne pas voir qu'elle est de France. Peut-être dans l'exil d'Amérique affleure-t-elle chez Supervielle aujourd'hui, comme autrefois chez André Chénier. Et je veux, comme un art poétique, lire et transcrire de Supervielle ce petit poème. Le secret au bord des lèvres semble dépasser un peu. Émergeant de ses ténèbres, il goûte à l'air du ciel bleu. Pris de peur sous la lumière, il ne sait plus où aller. Il retourne à son repère, le cœur, et le fait trembler. Là, sans honte d'être à nu, il se fait bercer et plaindre. Ne cherchez pas à l'atteindre, il ne vous appartient pas, il ne vous appartient plus. Voilà. Ben voilà, si vous voulez des vraies critiques littéraires, allez voir Aragon, téléphonez-lui, passez-lui un coup de fil, allez manger avec lui ou lisez les livres qu'il a publiés. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, plein de belles choses, plein de belles lectures. Et puis, ben moi, je vous dis à mardi. Et puis, voilà. À très bientôt. Je vous embrasse. Salut.